Myriam El Khomri, et bonjour. Bonjour. Vous êtes élu de Paris. Ce qui s'est passé à Manchester nous bouleverse tous, évidemment. Oui, c'est à la fois un immense effroi et beaucoup de tristesse. C'est la jeunesse qui a été attaquée à Manchester, donc c'est une immense émotion ce matin et un sentiment de solidarité en direction de toutes les victimes, de toutes les familles. Il faut pouvoir imaginer ce qu'ont dû ressentir aussi les parents, puisqu'il y avait beaucoup de jeunes dans cette salle. Donc c'est une vraie émotion. On a connu ça à Paris, au moment du Bataclan. Oui, ça rappelle des souvenirs sinistres. Que ce soit Nice, que ce soit Paris. Oui, au moment du Bataclan, où étiez-vous? J'étais à Cherbourg, je rentrais à Paris et on a eu le Conseil des ministres. Au moment de l'assaut du Bataclan, le président de la République avait convoqué un Conseil des ministres. En pleine nuit? En pleine nuit. C'était un moment terriblement grave. C'est-à-dire, on a beau être l'État, on est remué, traumatisé par ce qui est en train de se passer et qui fait des victimes et qui fait souffrir tout le peuple. Il y a énormément de gravité dans ces moments-là et beaucoup de solidarité. Et voilà, je pense que c'est ce qu'il faut exprimer aujourd'hui en direction du peuple britannique qui a vécu en mars aussi l'attentat à Londres. Et quand on est élu d'une capitale comme Paris, est-ce qu'on doit faire attention à ce terrorisme de Daesh et à ses filiales barbares qui menacent et qui tuent et qui frappe là où il peut et quand il veut presque? Bien évidemment, et il y a deux axes. Il y a bien sûr le travail policier, le travail d'enquête sur ces filières. Et puis il y a l'axe de prévention, de la lutte contre la radicalisation. L'axe, on va dire, de mobilisation de tous les acteurs sur le terrain pour essayer de détecter et traiter certaines situations. Et donc c'est ce qui avait été mis en place avec le président de la République, François Hollande. Et donc ces actions-là, bien sûr, doivent perdurer. Il faut avoir toujours ces deux axes. Mais toujours sous l'état d'urgence. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être encore plus prudent et éviter de grands rassemblements? Parce qu'on voit ce qui s'est passé. Bien sûr, on peut dire il faut rester debout, il faut résister, la vie continue. Mais est-ce qu'il ne faut pas augmenter nos capacités de protection sûrement et en même temps, il y a une augmentation des capacités de protection, c'est-à-dire en termes de mobilisation des services, des forces de l'ordre. Ça, c'est indéniable. Mais aussi de la sécurité privée. Je l'ai moi-même vu, on a dû faire des plans de formation massifs dans les métiers de la sécurité, notamment pour féminiser ces métiers-là, pour que les femmes puissent faire des palpations donc, à d'autres femmes. Donc cette réalité-là, c'est tout un travail qui se met en place. Mais à côté de ça, je crois qu'il est important, là, c'est une salle de concert, c'est l'art de vivre, la jeunesse qui est touchée. Et c'est vrai que nous l'avons vu après l'attentat du Bataclan, le peuple parisien s'est tenu debout suite à ces attentats. Et les Anglais le disent d'ores et déjà. Et c'est extrêmement important, cette capacité de résilience d'un peuple face à ces drames, face à ces qui peuvent se produire et se renouveler. Les Anglais étaient en campagne législative, il vient de suspendre pour quelques jours leur campagne électorale. Il n'y a pas de comparaison, mais en France, il faut être d'autant plus vigilant et prudent que nous sommes aussi en campagne législative. Oui, on va pas dire quand on a eu aussi l'attentat des Champs-Élysées, il y a eu une interruption à juste titre de la campagne présidentielle. Le Premier ministre, Édouard Philippe, vient de dire qu'il fustige le terrorisme le plus lâche qui a sciemment visé des jeunes. Il y a la réunion qui se déroule à l'Élysée avec le président Macron, qui a attendu la réaction de son ministre de l'Intérieur et de son Premier ministre pour démontrer qu'il s'en occupait. Puis la France est engagée à l'intérieur et à l'extérieur, puisqu'il était encore il y a quelques jours au Mali, pour lutter contre le terrorisme et toutes ses ramifications. Myriam El Khomri, aujourd'hui le président de la République reçoit à l'Élysée, en tête-à-tête, un à un, chaque leader syndical. Il commence dans 3 quarts d'heure avec monsieur Laurent Berger de la CFDT. C'est donc le top départ d'une réforme que vous connaissez bien, la réforme du Code du travail. Est-ce que vous dites, dans certains cas, on peut utiliser le 49.3 ou alors en aucun cas, jamais plus le 49.3? Non, je pense que je ne souhaite pas le 49.3. Je pense qu'il faut être très clair par rapport à cela et je ne le souhaite pas pour celle qui m'a succédé au ministère du Travail, parce que ça enlève la pédagogie de sa propre loi. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il faut tout faire pour éviter le 49.3. Et nous avions essayé aussi
de trouver cette voie du compromis. Donc en aucune hypothèse, le 49-3. Non, mais Emmanuel Macron, en tant que ministre, a vécu ce 49-3. À un moment, il y a un contexte. Et à ce moment-là, il a été utilisé. Mais bien évidemment, lorsqu'on veut porter un projet de loi, on l'explique. On essaie de se retrouver autour de la table et je trouve ça plutôt sain et important que le président de la République, une semaine après son investiture, commence par rencontrer toutes les organisations syndicales et patronales. Oui, j'ai été ministre du dialogue social, ça a beaucoup de sens. Je mets une parenthèse et on va peut-être avoir notre conversation qui sera quelquefois interrompue par les réactions. Après l'attentat de Manchester, le président de la République vient d'exprimer son effroi et sa consternation et dans quelques minutes, il va s'entretenir avec Mme Theresa May, la première ministre de Grande-Bretagne. Oui, vous avez été partisan du dialogue social. Il faut rappeler que le double objectif de ces réformes, c'est la compétitivité, je suppose, c'est l'emploi et c'est en même temps la réduction du nombre de chômeurs. Mais la loi El Khomri, elle existe, elle s'applique en ce moment, non? La loi travail, en effet, tous les décrets ont été pris et depuis maintenant quelques mois, les acteurs de terrain sont en train de s'approprier les nouveaux outils dans cette loi. Il y a beaucoup de choses dans cette loi. Il y a la question de la négociation d'entreprise. Donc il y a des entreprises qui sont en train de signer des accords avec les organisations syndicales, des accords majoritaires. Et puis de l'autre côté, il y a le compte personnel d'activité, qui était une des mesures. On l'a mis en place en janvier. Il y a près de 300 000 personnes qui ont ouvert leur compte personnel d'activité, qui peuvent accéder au financement de leur permis de conduire. Il y a la garantie jeune. Plus de 120 000 jeunes qui en bénéficient. Aujourd'hui, la loi travail est totalement appliquée. Aujourd'hui, il s'agit d'aller plus loin, mais on ne repart pas de zéro, si je comprends bien. L'article 1 de la loi travail dit que le travail de refondation du Code du travail devra se faire dans le cadre d'une négociation avec les partenaires sociaux. Et donc, c'est un très bel article du Code du travail. C'est l'alliance entre la démocratie sociale et la démocratie politique. Et donc, tout l'enjeu pour le nouveau gouvernement, c'est justement d'entamer ces concertations avec les partenaires sociaux. À partir de ce que vous avez vécu de votre expérience, gouverner par ordonnance, vous êtes favorable? Ça dépend du contenu des ordonnances. Je pense que c'est quand même ça le sujet. Je suis honnête et cohérente par rapport à votre question. Moi-même, j'ai porté des ordonnances. J'en ai porté une sur le statut de l'AFPA, sur la formation professionnelle. J'en ai porté une autre sur le travail saisonnier. Donc, les ordonnances existent. Il y a un débat parlementaire qui se fait au moment de l'habilitation et puis après au moment de la promulgation. Tout l'enjeu pour moi s'agissant du Code du travail, c'est la place laissée aux partenaires sociaux sur le contenu de ces ordonnances. On les voit aujourd'hui discuter, ensuite ils verront le Premier ministre Édouard Philippe et votre successeur Muriel Pénicaud. Donc il y a tout un processus social qui s'est engagé. Ce qu'il faut, c'est que les syndicats n'aient pas l'impression que tout est bouclé, qu'on vient leur remettre un projet et on leur dit c'est ça, à prendre ou à laisser. Non mais voilà, une concertation, moi j'en ai mené une sur la loi travail. Il n'est pas inutile d'apprendre aussi, de tirer des enseignements de ce qui s'est passé l'an dernier. Quelles erreurs il ne faut pas faire? J'avais concerté pour les organisations syndicales qui avaient accepté de venir à ma table, je le précise. J'avais concerté, il y a eu 3 séances de bilatérales avec chacune des organisations syndicales et patronales sur l'ensemble du projet de loi, sauf un article, celui relatif au licenciement économique, dont l'arbitrage est intervenu tardivement. Le fait que cet article soit intervenu tardivement, qui n'a pas fait l'objet de discussions avec les organisations syndicales et patronales, a remis en cause les 6 mois de concertation. Donc quelle erreur il faut éviter? Donc il faut véritablement poser tous les éléments du débat sur la table et avoir une discussion ouverte, c'est-à-dire que nous, on a enrichi le projet de loi par des demandes d'organisations syndicales. Donc ouverte, c'est-à-dire à la fois sur ce que le gouvernement souhaite faire, mais également quels sujets les partenaires sociaux souhaitent apporter dans le cadre du contenu de ces ordonnances. Mais on peut dire qu'Emmanuel Macron est à la présidence et il a été élu par les Français. À partir de là, on peut dire que c'était dans son projet et que le suffrage universel a tranché. Donc vous dites oui à des ordonnances. Tout dépend du contenu. L'ordonnance n'est pas une difficulté pour moi. Le fait de vouloir aller vite n'est pas une difficulté pour moi si et seulement si le contenu de l'ordonnance est concerté. Et le contenu peut être préparé et négocié avec les partenaires sociaux. Pour moi, c'est central sur un sujet qui touche
à la situation des salariés sur un sujet qui touche au pouvoir des organisations syndicales, il est impératif d'avoir une réelle concertation où tout le monde peut amener les sujets qu'il souhaite voir évoquer. Comment aller vite? Parce que tout le monde dit qu'il faut aller vite et en même temps, comme dirait Emmanuel Macron, en même temps prendre son temps et ne pas donner le sentiment de passer en force. Comment on fait les deux? Ça, c'est l'équilibre qu'il va trouver dès aujourd'hui en rencontrant les organisations syndicales et patronales. Moi, je défends le dialogue social. Je pense qu'il est extrêmement important que lorsqu'on a des compromis négociés, c'est qu'on retrouve un certain équilibre entre le besoin, les capacités d'adaptation des entreprises et les droits des salariés. Et ça, c'est essentiel. Sur quoi le gouvernement, Philippe, ne doit pas transiger? Est-ce qu'il y a une ligne qu'il faut respecter? Et on peut apporter des modifications, des amendements, mais il y a 2 ou 3 principes qu'il ne faut pas modifier, sur lesquels il faut être fixe. Moi, j'ai toujours considéré, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a écrit dans la loi travail, que la question de la durée légale du travail doit être dans l'ordre public social, doit être commun à tous, ne fait pas l'objet d'une négociation. Ça, pour moi, c'est un sujet... La durée légale du travail. Extrêmement important. Il y a l'égalité professionnelle. Il y a l'égalité femmes-hommes qui doit relever impérativement de la branche. Voilà, il y a des sujets. Je ne vais pas me prononcer sur le contenu qu'on ne connaît pas. Non, mais... Je sais que c'est une tâche difficile. Mais je crois impératif aujourd'hui de prendre ce temps avec les organisations syndicales et patronales de façon ouverte, qu'elles puissent apporter aussi des éléments de discussion dans cette négociation. C'est Jean-Claude Mailly qui disait il y a des marges de manœuvre, alors qu'avant il était hostile. Il y a des marges de manœuvre. Vous, pour l'agilité des entreprises, la compétitivité, qu'est-ce que vous ajouteriez? Permettez-moi de vous couper là-dessus. Force ouvrière a été opposée à la loi travail. Ça ne les a pas empêchés, en septembre dernier, de signer un accord au niveau de la branche de la métallurgie sur la modulation du temps de travail sur 3 ans, parce que justement, ils ont négocié, ils ont trouvé des contreparties. Ils l'ont fait avant même que les décrets... Mais là, ils viennent à la discussion. En tout cas, ils vont chez le président de la République, aujourd'hui. Prenons un peu de recul. La loi travail est aujourd'hui appliquée. Est-ce que nous sommes, aujourd'hui, dans la situation, est-ce qu'on est dans le retour au 19e siècle, comme les opposants à la loi travail nous l'ont répété pendant des... Mais on n'en est plus là. Comment on va plus loin? Non, mais je le dis parce que... Non, mais sur ces sujets, je crois qu'il est important de regarder la réalité aujourd'hui de la pratique dans les entreprises ou dans les branches. Et pour moi, ça m'apparaît essentiel. La réalité aussi des droits nouveaux qui ont été permis pour les salariés. Comment on va plus loin? Mais s'il y avait 1 ou 2 points... Non, mais qui permet d'aller au-delà. J'ai quitté mes fonctions la semaine dernière. Non, mais à votre avis. Non, c'est pas question. C'est un sujet extrêmement sensible. Muriel Pénicaud va mener ses concertations avec le président de la République, avec le Premier ministre. Moi, ce que je dis, je suis dans un soutien qui est à la fois bienveillant et exigeant. Exigeant sur quoi? Ce qui fait mon identité, c'est-à-dire la place laissée au dialogue social. Et cette place-là, elle est centrale. Vous la connaissez, Muriel? Oui, je la connais puisque justement, on a beaucoup travaillé sur l'action de l'attractivité de notre pays ensemble. Elle a été bien accueillie. C'est une femme de dialogue, c'est une femme qui est engagée et qui n'oppose pas conviction et réalisme. Et de ce point de vue-là, bien évidemment, il faut beaucoup d'humilité lorsqu'on est au ministère du Travail et je le souhaite. Le nouveau conseiller social du président Macron s'appelle Pierre-André Imbert, formé par Raymond Soubi. Il était votre directeur de cabinet. Tout à fait. Donc on peut imaginer qu'il peut, lui, savoir comment ça s'est fait et comment on peut aller au-delà. Donc vous dites aujourd'hui, Myriam El Khomri, pour en finir avec ce sujet, ordonnance, pas de 49.3, vote du Parlement, mais vraie discussion, concertation avec les syndicats. Le contenu des ordonnances doit faire l'objet... On est reparti pour combien de temps? Si on fait tout ça, on en est encore jusqu'à la fin de l'année? Ou ça peut aller plus vite? Non, c'est à eux de trouver leur calendrier, je n'ai pas... Mais à votre avis, techniquement, ça peut prendre des mois, des semaines? Des semaines me semble un peu court. Donc des mois. Charge à eux de se mettre d'accord aussi sur le calendrier. C'est ça aussi le dialogue social. C'est-à-dire qu'on se donne le temps. Mais
Sur ces sujets-là, regardons la réalité de l'application dans les entreprises et dans les branches. Pour moi, ça m'apparaît essentiel. Les entreprises et la question de l'équilibre, et du compromis qui est mis en place. Vos affiches, et je crois beaucoup à cette culture du compromis. Politiques indiquent que vous êtes candidat dans le 18e arrondissement à Paris, sous les couleurs de la majorité présidentielle. C'est ça? Non, j'ai fait une affiche qui exprime... On la voit. Lorsqu'on va à l'élection, il faut être clair vis-à-vis des électeurs. Donc Moi, je suis socialiste, je reste socialiste. D'accord, mais socialiste PS, c'est en tout petit. Mais non, mon logo est sur mon affiche, il n'est pas plus petit que... mais c'est majorité présidentielle. Avec Emmanuel Macron, pour une majorité de progrès. C'est-à-dire, on est dans une situation politique qui est inédite. Le Front National a été particulièrement fort mais au pas dans le second 18e. tour de l'élection, pas dans le 18e, mais il a été fort au point de vue national, et que nous avons un président de la République qui propose à la fois du mouvement et du rassemblement. On a suffisamment reproché à Jacques Chirac en 2002 de ne pas créer les conditions de ce rassemblement. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on va devant les électeurs, il faut être transparent. Donc vous vous engagez pour les électeurs. Moi, ce que je dis, vous vous engagez à soutenir pendant 5 ans les projets du président de la République. Moi, ce que je dis, c'est que je m'inscris dans cet accompagnement du président de la République, c'est-à-dire travailler de façon exigeante et bienveillante dans cette nouvelle majorité. Mais lui, il est aussi bienveillant à votre égard. Je ne renie pas mon identité socialiste. Je viens pour muscler la jambe gauche. Mais si vous étiez resté simplement PS au nom de la loyauté et du fait que vous reniez mais je reste fidèle et loyal. D'accord, mais si vous étiez simplement PS, il y aurait plus de Myriam El Khomri dans un mois. Jean-Pierre Elkabbach. Mais non, on est dans une situation où soit on est dans une logique d'opposition radicale à Emmanuel Macron, soit on est dans un accompagnement. Vous êtes dans cette hypothèse-là? Moi, je suis dans un accompagnement. Alors, vous avez dit... Est-ce que ça veut dire... Pourquoi je reste socialiste? C'est ma famille politique, c'est une histoire, mais ce n'est pas qu'une histoire de fidélité. C'est une fidélité à des convictions. Le sens de la justice sociale. Regardez, nous avons un bilan porté par François Hollande. Dans le cadre de ce bilan, bien sûr, excusez-moi ce jeu de mots, tout n'est pas rose. Néanmoins, nous avons permis des choses aux personnes qui étaient les plus éloignées, les plus en difficulté. Donc vous cette question de la justice sociale, c'est au cœur de mon engagement. Mais puisque vous accompagnez Emmanuel Macron, ça veut dire que vous pensez qu'il ne fera pas de l'injustice sociale, qu'il fera aussi de la justice sociale. Et vous avez dit de la bienveillance à son égard, mais bienveillance de son côté à votre égard. Il dit et de droite et de gauche. Et de droite et de gauche, bien sûr. Soyons concrets, puisqu'il ne met pas face à vous un candidat ou une candidate républicain en marche. C'est aussi un geste et c'est la reconnaissance des relations que vous deviez avoir avec lui, c'est la reconnaissance de ce qu'a fait aussi Bertrand Delanoë. Jean-Luc Mélenchon était hier dans votre quartier, on le croyait à Marseille. Est-ce qu'il a des chances de faire que son parti, comme il le croit, puisse devenir le numéro 1 de l'opposition avant même les Républicains, la droite républicaine, et qui peut être celui qui cohabiterait avec le président de la République? Il croit qu'il peut être le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Vous pensez que c'est possible? Écoutez, Jean-Luc Mélenchon est en effet venu hier dans la 18e arrondissement soutenir son candidat. Moi, je considère... J'ai du respect pour les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que c'est important. Il y a une forme de radicalité qui s'est installée. Il y a une forme de souffrance qui s'est installée aussi. Et donc, je respecte tout à fait ces électeurs. Cependant, il y a des choses, je suis mal à l'aise. Je dis les choses avec le ton que peut prendre parfois la campagne de Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il parle du dégagisme, lorsqu'il parle des crevards. Ça me met un peu mal à l'aise, notamment pour une personnalité politique qui a en effet des talents, je ne le renie absolument pas, mais qui, à mon sens, parfois, qui se dit dans l'antisystème, qui est quand même dans le monde politique, j'avais 5 ans, il y a plus de 35 ans, et qui utilise parfois, sur la question européenne, sur la question du travail détaché, moi j'ai
J'ai été choqué par ses propos qui imitaient un peu parfois le Front National lorsqu'il dit les travailleurs étrangers qui viennent voler le pain des Français. Ceci, ça me gêne. Donc je m'interroge sur son sens des priorités lorsqu'il va face à Patrick Mennucci et qu'il ne va pas combattre, qui est la circonscription où le Front National est le plus bas. Voilà, son sens des priorités m'interroge un petit peu. Si vous avez un jour droite républicaine et En Marche ou des représentants de Jean-Luc Mélenchon, vous votez où? Pour En Marche ou vous votez pour la droite républicaine mais pas pour Mélenchon? Non, mais je ne me mets pas dans cette hypothèse-là. En tout cas, en effet, j'aurais plus de proximité En Marche que Ma dernière question, Myriam El Khomri. Il va y avoir presque une hécatombe à Paris. J'ai noté que sur 10 députés PS sortants, il y aura 2 ou 3 rescapés. Et non, sur mais attendez, 6 de droite, il y aurait, selon les prévisions, 2 ou 3. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé avec la majorité présidentielle doit s'inscrire également à Paris? Est-ce qu'il doit y avoir à Paris, dans les mois et d'ici à 2020, peut-être l'existence d'un macronien ou d'un macroniste à la mairie de Paris? Jean-Pierre Elkabbach, on est dans une situation, en effet, complètement inédite. Aujourd'hui, je souhaite, comme d'autres, Bernard Cazeneuve l'a également dit, nous souhaitons la réussite de ce quinquennat. Pourquoi ? Parce que nous ne souhaitons pas avoir le Front National en 2022. Et qu'on doit être capable, parfois, de dépasser certains clivages, se mettre autour de la table pour agir. Ce qui est en train de se faire. Est-ce que ça veut dire qu'on renie notre propre conviction, qu'on renie notre volonté? Ça peut être sur la question de la réforme fiscale. Très bien. On aura l'occasion d'en parler. Sur Paris, il y a une maire de Paris qui fait un travail qui est extrêmement important, utile dans cette majorité. J'ai été sa porte-parole lorsqu'elle était en campagne. Et elle a été votre adversaire. Quoi qu'il en soit, moi, je suis fier de ce qu'elle fait à Paris. Voilà la réponse. Et que ce soit ce que Bertrand Delanoë a fait, ce que Anne Hidalgo a fait, nous pouvons en être fiers et nous devons le défendre. Aujourd'hui, le Parti socialiste n'est pas mort. La question, aujourd'hui, c'est important d'avoir de la clarté et de la transparence vis-à-vis des électeurs. Favoriser sa résurrection si c'est possible. Mais le PS, il est important aussi, Lazare, le PS, on attend la résurrection après les élections législatives, vous avez noté qu'il y avait plusieurs lignes au Parti socialiste. Moi, j'ai une identité social-démocrate affirmée et européenne convaincue. C'est avec cette identité-là que je me présente devant les électeurs. Et de ce point de vue-là, il faut que nous défendions des positions de façon claire. Merci d'être venu. Merci à vous. À demain.